Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villages pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche en sous-sol. Un continent pauvre, mais qui est convoité par tous les autres continents. Convoité par les Amériques, convoité par l'Europe, convoité par l'Asie. Pour dire en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est pauvre. Et c'est cette présence de la sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas immerger. Mais je vous assure, là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile d'émerger. Il est difficile d'aller de l'avant. Preuve, quand il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Ils ont détruit la sorcellerie chez eux. Ils sont rentrés pleinement dans la richesse. Il y avait ce qu'on appelait l'Inquisition. Il y avait un tribunal. On jugeait tous les sorciers. On prenait toute la confrérie. On les brûlait, on les détruisait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons mis une brigade en place, qui est la brigade anti-sorcier, qui est dirigée par le maréchal, le prophète Joël Crasso que je suis, afin de pouvoir éradiquer la sorcellerie sur le sol africain. D'autres pourront dire que c'est pas possible. Si, c'est une vision qui est lancée. Si je n'ai pas pu achever l'œuvre, d'autres personnes continueront de faire l'œuvre, c'est une question de vision. That after a lot of trepidation, this young woman received a standing ovation from 167 state and 1,900 other people in the room and became the headline story around the world. Climate Summit poet brings world leaders to tears was the most common headline. This, I think, engendered more of an open heart. And ultimately, again, this is another long story. You see that there was progress made in the negotiations on the Paris Agreement for member states to recognize the need to not just aim for 2-degree target, but to get as close as possible to 1.5 degrees. So I believe this relationship building and to enable the people of the world who are the most affected by these policies that are being created here is absolutely vital. I'm happy to report that the process that we used for finding this young woman was then welcomed in multiple other intergovernmental processes because there was a bit of a sense of, we want to hear from more people like her. It's been replicable. We've been able to find people as recently as 2 weeks ago, a young man, 17 years old in Tanzania, who had never left his country before, whose parents had never been to school, but yet were managing to pay equivalent of $800 for him to get an education now because he had a dream to become an aeronautic engineer. He's the son of a beekeeper and a sunflower farmer. We facilitated through an open process, again, application process, identifying him, and then we welcomed him. We helped him prepare to be able to speak to the PGA's high-level event on education. And the reception for him was again so warm that he became the top story on UN Radio Kiswahili across Africa to millions of people. So I think what I'm trying to make a case here for is that aside from the very sort of usual approach that is highly predictable stakeholder engagement here at the UN, that we need to allow ourselves to do a little bit of riskier opening to welcome people from every different context and every different corner of the world. And the ultimate objective here is really
really to build the relationship between the UN and civil society, to inspire more engagement, and to make the world believe that this institution is a place that can welcome their hopes and can actually engage in a relationship to provide the help needed. When I first started working here, that was my impression. The UN is a place where people, it's where people target their hopes. Put a lot of hope in this institution, an enormous amount of hope. You hear the word UN, you see the flag, you think, maybe I can get help. And a lot of people need help. And so the formal processes are important, but I do think that they've created a bit of a chasm that has dehumanized a lot of the stakeholders that deserve to have a voice here and will help us to get to better decisions because they know the solutions for their problems that they're living. So you can count on us to remain committed to conducting these open and participatory searches for the voices of the most constructive stakeholders that can help us get to the solutions needed for the Sustainable Development Goals as fast as possible. Thank you very much. Merci Madame le chef de service de liaison pour ces informations importantes qui témoignent encore une fois de la place accrue que la société civile joue et jouera dans le processus de mise en œuvre ainsi que de suivi des objectifs de développement durable. Je propose maintenant d'écouter les témoignages respectifs de deux de ses représentants, une organisation internationale et une nationale. Madame Isabelle Tipper-Perrin est actuellement déléguée générale d'ATD Carbone. Elle fait partie des équipes de terrain du mouvement dans de nombreux pays et développe depuis 2008 une gouvernance faite ensemble, créole-haïtien, qui signifie en mettant ensemble, en commençant par ceux dont la vie est la plus difficile. Elle interviendra donc sur la capacité d'action des personnes en situation de pauvreté et l'objectif de ne laisser personne de côté. L'autre intervenante sera Madame Danielle Sassou Nguesso, elle, qui est une chef d'entreprise congolaise. Parallèlement, Madame Sassou Nguesso s'implique dans plusieurs organisations de la société civile, notamment le Petit Samaritain, qui œuvre en faveur des orphelins, la Fondation Perspective d'Avenir, ou encore la Fondation Sunga, très active dans l'entrepreneuriat social des femmes. Elle nous parlera de la mobilisation de la société civile en faveur de la réduction de la pauvreté, en mettant un accent sur les démarches pour l'autonomisation des femmes et des filles. Vos deux interventions, donc, dureront 10 minutes environ. Merci. La parole est à vous, Madame. Et merci aux organisateurs de cet événement d'avoir bien voulu considérer la capacité d'action des personnes en situation de pauvreté dans la mise en œuvre du programme de développement des Nations Unies. Cette approche est très rare, tant les efforts déployés par les personnes en situation de pauvreté à travers le monde sont méconnus. Efforts pour offrir un avenir à leurs enfants, même si l'école n'attend rien d'eux. Efforts pour prendre en charge le renflouement dans les quartiers abandonnés, sous les ponts, au bord des décharges où elles sont reléguées. Efforts surtout pour rester solidaires et maintenir la paix dans leurs familles et leurs quartiers dans un contexte de pénurie permanente. Efforts pour ne laisser personne de côté. Juan et Madeleine de Madagascar sont de ces femmes qui n'abandonnent pas leurs voisins, dont la vie est encore plus difficile que la leur. Depuis une quinzaine d'années, ATD Carmonde soutient des activités génératrices de revenus initiées par des habitants de bas quartiers de Tananarive pour faire vivre leur famille. Ils réalisent à domicile des ouvrages en broderie et en tissage. Pour ceux qui vivent dans les pires situations de pauvreté ou dans le plus mauvais logement, c'est très difficile de produire des ouvrages de qualité. Juan et Madeleine, deux artisanes, s'en sont rendus compte. Pour intervenir dans cette table ronde, je souhaiterais aussi vous informer que notre réunion est transmise en direct sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les réflexions qui émergeront à cette occasion marqueront le début d'une dynamique qui s'approfondira au fil des années. En effet, si la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 dépend de la mobilisation et
engagés dans ce processus. Les inégalités persistent, non seulement en matière de richesse et de vulnérabilité, mais également en capacité d'action. Informer et impliquer les populations, rassembler les volontés, développer les capacités et encourager les innovations doivent être donc au cœur de notre action. Le présent événement se propose alors d'échanger sur des stratégies novatrices déployées à ces fins. En ce qui concerne Madagascar, la société civile a toujours été associée dans l'élaboration de tout référentiel de développement. Ses représentants ont siégé dans les structures de pilotage. Il en est le cas aussi pour la plateforme de la société civile ou encore l'Union des femmes ainsi que les syndicats. J'exhorterai alors vivement les pays et organisations qui ont développé des outils pour répondre à ces défis et qui sont dans la salle ou nous suivent grâce aux réseaux sociaux à saisir cet espace pour témoigner de leurs expériences et enfin nous permettre d'échanger sur l'application et la réplication de ces solutions. Madame Suzanne Hansner, qui est à ma gauche, est actuellement le chef du service de liaison avec les organisations non gouvernementales des Nations Unies, ONU et GLS, où elle s'est engagée pour faciliter la participation de la société civile lors des dialogues avec les candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. Elle a aussi agi plusieurs fois comme intervenante dans les événements de haut niveau, de même pour les sommets dans la scène onusienne. Madame Alzner, vous aurez 5 minutes pour nous présenter les actions de l'ONU sur l'engagement et la mobilisation de la société civile. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Thank you very much, esteemed panelists and everyone gathered together here today for this important dialogue. My name is Susan Alzner. I apologize that I je ne parle pas français. I did study it for 2 years, but I have an interest to strengthen the cooperation with OIF so that perhaps I have a stronger incentive to continue my studies. Our office is called the Non-Governmental Liaison Service. It's a long name, and we have a huge mandate. Our responsibility is to facilitate a system-wide strategy for stakeholder engagement with the UN that involves cooperating with every different UN agency, and we are the lead advisors to the Office of the President of the General Assembly and the Executive Office of the Secretary General on how to approach the engagement with stakeholders. Because we are a small office with a huge mandate, we focus on high-impact opportunities, the highest level UN events, and significant processes such as the negotiation of the Sustainable Development Goals and, as mentioned, the process for the selection of the Secretary General. We've also supported the Summit for Refugees and Migrants. We're currently working on the negotiation process for a global compact on migration. And we support the President of the General Assembly's office on all of the stakeholder engagement in the SDG action events that were organized this year on climate change, on financing for development, on innovation and education. So I wanted to give a little bit of a picture of the reality of life in our office to also help with the further strategy on how to strengthen cooperation between the United Nations and stakeholders to help accelerate the implementation of the SDGs, which I understand from a recent report is considered already to be at too slow of a rate to achieve the goals by 2030, so we have to speed up. It's our conviction that the cooperation with civil society and all actors is how we will speed up. So I hope that to inspire greater ambition to enable this cooperation here at the United Nations in the intergovernmental processes most critically. I understand the perspective from member states that this body was created as an intergovernmental body. This is primarily for member states to deliberate, and the appropriate amount of space is required to be guaranteed for those deliberations. I've had a long journey as first a staff member and now a leader of the liaison service to help to
demonstrate the value of the closer cooperation with civil society, and I think the role of institutions like the UN is to exhibit leadership on evolving practices. And I understand that there's a long history of developing procedures and protocols and rules around this particular type of engagement, but I want to say that I think in the current moment, in the current urgency that we have, we need to start to be a little bit more creative. So NGLS has been trying to do that, and part of the reason we've been doing it is just from sheer need. The volume of interest, this is the positive thing, the volume of interest from the stakeholders to engage on this agenda, both in the negotiation and now in the implementation, is enormous. I think the UN, in its reform process and in its journey to become quote-unquote fit for purpose, needs to learn better ways of engaging with this interest. If the interest bounces off of the building or the various buildings, I'm saying this in a physical sense, people are coming at us, and it has nowhere to go, then we're going to lose momentum. So this is my case for creating more open and dynamic engagement possibilities. Here's what we've done to try to enable that. In 2014, we made the outrageous suggestion that the UN should allow the world to have an open application process where anyone from anywhere could apply to speak in high-level UN events, summits,